Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Lady Vous Écoute. Aujourd'hui, nous parlons, comme à l'accoutumée, c'est à peine une surprise, mais sous un tout autre angle, de toutes les femmes africaines, New African Woman. Entendez, la femme africaine, la nouvelle, celle qui vient de sortir, non, pas du tout, une nouvelle tendance en tout cas, avec très certainement ça et là des différences, des authenticités. C'est l'occasion pour moi de vous présenter Madame Feria Beraïs-Guigny. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue nous voir. Vous êtes directrice de rédaction de New African Woman, que l'on aura l'occasion de découvrir en images. J'en ai quelques numéros sous les yeux et très certainement nos téléspectateurs et téléspectatrices connaissent ce magazine-là, et si vous ne le connaissiez pas, il va falloir vous soigner. Il est partout dans les kiosques. Vous êtes aussi la fondatrice de UFFP, et contrairement au sigle, ça n'est pas un parti politique, donc... Non, justement, on est apolitique, sans coloration, ni religieuse, ni rien du tout. Alors, UFFP, qu'est-ce que c'est? C'est United Fashion for Peace, c'est une caravane internationale de la mode pour la paix. C'est également une association loi 1901 et un magazine online qui a pour but de fédérer tous ces artistes, ces personnes engagées qui, à travers la culture, voudraient soutenir le développement durable et surtout tout ce qui est solidaire et éthique. Voilà, les femmes sont hyper actives, elles n'ont que 2 bras, mais elles sont efficaces quand elles descendent sur le terrain. Vous n'êtes pas venue seule, vous êtes avec, juste à ma droite, Souna Ahmed, bonjour. Bonjour. Vous êtes plasticienne, vous êtes designer, vous créez des bijoux, et je tiens à préciser que le beau bijou que je porte aujourd'hui, c'est de votre création. Alors le bijou, les bijoux, parce que... toute la longueur du bras. On a 90 minutes pour avoir de grands zooms et voir les beaux bijoux que je porte. Merci d'être présente. Vous êtes membre aussi de l'association UFFP. Vous créez des bijoux dans le cadre de cette caravane, c'est bien cela? Elle les stylise. Elle stylise les podiums et les shoots également. Oui. J'aide pour le backstage, pour le stylisme, pour la photo, pour le presse. Mais il existe en tant qu'artiste à part entière aussi, dans le cadre de la caravane. Merci à vous d'être avec nous sur le plateau. Et juste à vos côtés, Gabrielle Bernholz, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, membre aussi de l'association UFFP, vous êtes plasticienne, coordinatrice technique. Voilà. Dans le cadre donc de UFFP, je vais réussir à le dire sans me tromper, donc c'est United Fashion for Peace. Unis pour une mode solidaire et durable. Si on parle de mode en filigrane comme ça, on va lever le voile pour ceux qui ne le savaient pas, il y en a encore quelques-uns sur la planète. Vous êtes anciennement mannequin. En fait, c'est toute une vie. J'ai commencé par faire de la criminologie, ensuite du mannequinat, de la diplomatie, du journalisme et du militantisme. Parce que nous, les femmes, nous avons plusieurs vies, nous avons plusieurs facettes et nous sommes obligés de nous adapter parfois à une conjoncture qui n'est pas toujours favorable, et ceci du nord au sud. Avez-vous conscience que ça peut faire peur aux hommes? Ça peut faire peur aux hommes et aux femmes. C'est vrai, aux femmes aussi. En vous rappelant que nous sommes en direct, le numéro de téléphone sous vos yeux émerveillés s'affiche sur le bas de vos écrans. Merci de rester avec nous pendant la durée de cette émission, de partager ce que nous allons vous proposer, parler de ces modèles de femmes. Les femmes ne sont pas pareilles, c'est peut-être commun que de le dire, mais quelquefois on a l'impression de vouloir proposer pour la femme quelque chose d'unique, alors qu'il y a autant de femmes que de façons de l'être femme. New African Woman, commençons par cela. Ce magazine, qu'est-ce qui vous donne envie de le créer il y a donc 3 ans? En fait, il y a 3 ans, donc j'ai contacté le groupe de presse IC Publications. J'avais commencé en étant co-rédac chef du masculin New African, qui est un géopolitique. Et je considérais qu'il était temps également de créer un magazine intelligent pour la femme africaine, pour ne point la réduire à être juste de l'esthétique et du marketing. Malheureusement, c'est la réalité aujourd'hui. Et du reste, je voulais également montrer ces expériences de femmes extraordinaires, des rôles modèles qui justement sont très battantes, hyperactives et qui s'attellent à déconstruire certains mythes très pessimistes sur notre continent. Et surtout, j'avais à cœur, en tant que panafricaine de cœur, j'ai vécu 10 ans en Afrique de l'Ouest, mon papa était ambassadeur de Tunisie au Sénégal, accrédité dans les pays limitrophes, de montrer que l'Afrique est plurielle, mais qu'il est question encore aujourd'hui de ce beau rêve qu'est les États-Unis d'Afrique, qui est une utopie, mais qu'il faut continuer
à préserver. Et à travers ce magazine, justement, je fais le lien entre ces Afriques plurielles, francophones, anglophones, blanches, noires. Quelle différence y a-t-il entre femmes africaines et New African Women? Alors justement, là, vous allez avoir une actu parce qu'à partir de ce numéro, on devient bimensuel. Et surtout, on a eu un souci parce qu'on a aussi la version anglophone. La rédactrice en chef basée à Londres, la maison mère est anglaise, en fait, le groupe IC est anglais. Et donc, la rédactrice en chef est zambienne et elle a New African Woman. Et donc, ce qui fait que mon magazine à moi, alors que je suis la directrice de rédaction du francophone, on avait tendance à croire que c'était l'anglophone. Du coup, les francophones ne nous achetaient pas bien. Et donc, d'où le relooking. Ça n'a pas changé parce qu'on est resté New African Woman, sauf en plus petit, et Femmes africaines en plus grand. Donc désormais, il s'appellera plus... Et il s'appellera Femme africaine, mais le logo est le même. Si vous faites attention, on n'a pas le droit de changer. Et il devient bimensuel. Combien coûte-t-il dans la foulée? 3 €. Seulement, mesdames et messieurs, parce que les hommes lisent les magazines des femmes. Vous le savez, n'est-ce pas, Gabrielle? Ah, ça, je sais. Alors pourquoi les hommes lisent-ils les magazines des femmes, à votre avis? Peut-être mieux nous comprendre. Oui. Ouais, je sais pas. Les femmes sont complexes? Absolument. Pourquoi sont-elles complexes, à votre avis? Je sais pas, je suis complexe moi-même. J'ai pas de réponse simple. Ça fait partie de notre charme. Vous êtes donc plasticienne. Qu'est-ce que vous réalisez? Qu'est-ce qui vous a envie de faire le métier qui est le vôtre? Le besoin de rêver, je pense, d'être créatif, de faire le lien entre ce que l'on imagine, ce que l'on aimerait voir se mettre en place. Peut-être aussi refléter un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà, réussir à le partager avec les autres. Vous avez le sentiment d'être comprise? Ça dépend. De toute façon, c'est quelque chose de subjectif, l'interprétation, après, de ce que l'on voit, ce que l'on ressent. C'est une aventure personnelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette dynamique de UFFP? Bon, déjà, je suis née en Afrique. Oui. Cela ne se voit pas, on vous l'a déjà dit peut-être. Oui, non, c'est sûr. Alors, où êtes-vous née? À Tunis. Oui. Voilà, j'ai habité donc à Tunis, j'ai habité au Maroc, au Mali, en Guinée, jusqu'à mes 18 ans. Je suis enfant d'expatriés et aussi de personnes qui ont donc participé au développement durable en Afrique. Je pense que tout ça, ça joue... Forcément, quand on grandit dans ce genre de milieu, qu'on a l'opportunité de voyager, de voir le monde tel qu'il est, pas forcément à travers une vitre, une télé, je sais pas. Vous avez donc une pratique du continent africain. Quel souvenir garde-t-on quand on revient en Occident, après avoir vécu dans ces pays africains? Quelle image garde-t-on de la femme? Des femmes même? Des femmes? Oui. Qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais qu'elles valent le coup, vraiment. Si vous aviez une baguette magique, un balai magique, parce qu'une baguette, non, on va donner une balai aux femmes, bien sûr. Si vous aviez un balai magique pour changer les choses, par quoi commenceriez-vous? S'il fallait avec ce balai taper sur la calebasse là, qu'est-ce que vous souhaiteriez changer pour toutes les femmes du monde? Plus de femmes à l'école. Plus de femmes à l'école? Oui. En quoi est-ce que c'est important pour vous? Donner le choix à une femme de se construire, de suivre son chemin, et après, éventuellement, bien sûr, de pouvoir éduquer ses enfants par la suite, sans dépendre forcément d'un homme. Bon, l'homme, on en a absolument besoin. Il faut leur dire 3 fois, parce que par les temps qui courent... Éduquer une femme, éduquer une nation. Voilà, oui. D'ailleurs, c'est mon prochain édito. Mais alors, je le disais tout à l'heure, et Feriel aussi, cela fait peur non seulement aux hommes quelquefois, mais aussi aux femmes, et c'est là que ça peut être étonnant, cette autonomisation des femmes. Comme tout, dans une révolution, quand il se passe une forme de crise ou de changement, ça fait toujours peur. On ne sait pas ce qui va se passer après. Mais ça, c'est le mystère aussi pour les femmes. C'est un mystère. Souna Ahmed, vous faites de beaux bijoux. Pourquoi avez-vous choisi de créer des bijoux? Oui, je fais le tableau. Oui. Et après, j'entre dans le mode, je fais mannequin. Après mannequin, je fais attaché de presse. Et dans une de mon défilé, j'ai regardé les bijoux et j'ai dit, pourquoi je n'ai pas fait les bijoux? Je commence à faire les bijoux comme ça.
Et comment avez-vous appris? Toute seule, toute seule. Ouais. Oui. Je pense aussi, dans l'époque où j'ai fait mannequin, j'ai porté beaucoup de bijoux. Je voyageais beaucoup dans le monde, dans tout le côté, Afrique, Égypte, Japon, Australie, partout, partout. Et je pense, avec tout le voyage et toutes les différentes cultures que j'ai rencontrées, le bijou, il est entré de moi. Je commence à faire le bijou. Vous avez rencontré différentes cultures, mais vous êtes vous-même une femme plurielle avec plusieurs cultures. Oui, j'ai mélangé Turc, Égypte, Angleterre. Oui. Et j'habite avant à Gabon. Vous connaissez l'Afrique, vous aussi? Je connais bien l'Afrique. Je travaille beaucoup avec les Africains et avec Feriel. J'ai rencontré plus en plus la culture africaine. Est-ce que vous pensez que le langage des bijoux est universel? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que les femmes recherchent quand elles vont voir un bijou? Pendant qu'on va encore contempler le bien là en gros plan, nous dire ce que vous avez voulu réaliser là déjà. À quoi vous pensiez lorsque vous avez créé celui-là, par exemple? Là, c'est très extravagant. Mais je pense que le bijou, moi aussi. il a parlé dans toute l'histoire. Oui. De le plus ancien temps d'Égypte, de maintenant. Un bijou, il symbolisait le mariage, il symbolisait comment tu dis ça? What do you want? La chance. Oui. Une femme, elle porte bijoux, elle habillait un vêtement. Je pense un bijou donne un symbole, donne une chance, donne un petit peu de magie. Oui. Un petit peu de magie? Oui, et chaque pays avec son propre bijou. Quand vous un bijou, vous savez, ça c'est oriental, ça c'est africain, ça c'est anglais, ça c'est français, c'est dépend. Et quand on regarde celui que je porte, par exemple, qu'est-ce que vous pensez que l'on pense? Ça c'est ouf. Vous avez un beau décolleté. Oui, ça c'est toi, tu es belle. Ah oui, mais même pas sans le bijou. Non, le bijou apporte quelque chose. Qu'est-ce que recherchent les femmes? On parle de la nouvelle femme africaine. Alors, que recherchent les femmes, à votre avis, aujourd'hui, quand elles vont choisir un bijou? Elle a choisi un bijou, ça c'est fantasy. Oui. Ça c'est un bijou fantasy. Imaginaire. Mais oui, c'est un bijou pour un musée. Pour mettre avec une robe pour un musée, pour une soirée, ou pour quelque chose comme ça. Oui. Mais le petit bijou, c'est un bijou pour vie. C'est un bijou, il parle. Un bijou pour chaque jour? Ça dépend dans la personne. Oui, un bijou pour chaque jour, c'est un bijou de mariage, c'est un bijou d'enfance, c'est une charme qui protège. Ça dépend. Mais j'adore le bijou. J'adore le bijou, j'adore aussi, aux grandes dames de mon mari. J'adore les vêtements, j'adore tout ce qui sont habillés pour les femmes. Alors les femmes savent et peuvent acheter des bijoux, fort heureusement, mais elles aiment particulièrement qu'ils les soient offerts, ces bijoux-là, par des hommes. Il y a quelque chose à décrypter derrière cela? En fait, je vais vous dire, quand on m'offre des bijoux que c'est des femmes, je suis très heureuse aussi. Oui. Et je dis même que ça me rend encore plus heureuse parce que c'est justement atypique. Il est un fait qu'il y a tout un rituel par rapport aux bijoux qui est donné par un homme, mais encore faut-il que cet homme soit spécial. S'il est juste de passage, c'est juste un bijou. Si on a envie de construire, bien sûr, il y a des langages subliminaux, culturels chez nous, les femmes orientales. C'est pas l'immobilier, c'est l'or. On stocke l'or, on stocke, et on pense que c'est une précaution pour l'avenir, qu'on va, comme les caftans, les garder pour nos filles quand elles sont en âge de se marier. Et dans certaines régions en Tunisie, Djerba, qui est connue pour être donc la ville de l'orfèvrerie, etc., la mariée a son pesant d'or. Donc oui, il y a le côté ethno-culturel, il y a aussi le côté affect et sentimental, et puis il y a aussi le marketing pur et dur, le diamant. Diamant égale mariage. Bon, mais ceci dit, on peut avoir plein de diamants, et mariage ne dure pas toujours. Donc, bottom line... Mais on peut garder les diamants. Ah oui, c'est ça. Il faut garder les diamants, les filles, hein, même s'il y a quelques petites surprises. Alors, si je pose la question, ce n'est pas tant que toutes les femmes du monde puissent avoir accès à l'or, aux diamants, aux matières précieuses. Il est des bijoux d'une toute autre nature, des bijoux qui sont réalisés par des femmes qui vivent dans un endroit où on penserait que c'est complètement dépouillé, mais elles vont utiliser de la terre cuite, elles vont utiliser toutes les matières naturelles autour d'elles pour rester quand même jolies, parce que c'est ce que les femmes savent faire
aussi, pas seulement, mais aussi. Pour vous rappeler que nous sommes en direct et que vous pouvez nous appeler, nous dire qu'est-ce que vous avez envie, vous, de porter, comment vous définissez-vous, femme d'aujourd'hui et femme de demain, peut-être dans le cadre de la transmission, quand on pense aux générations futures, parce que, bon, pour certaines, les carottes sont un tout petit peu cuites, mais on peut encore faire beaucoup pour, non pas façonner, mais accompagner cette mutation sociale par rapport à la jeunesse. Et je voudrais là que nous parlions donc de cette caravane, de votre départ imminent en Afrique, UFFP. Pour en revenir à cela, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir du magazine, qui est déjà toute une vie, mais on a compris que ça n'était jamais que votre 100e vie d'ailleurs, comme les chats. Qu'est-ce qui vous donne envie de passer à une action de terrain, une action concrète? Une histoire personnelle d'abord, le printemps arabe, oui. Mais également le massacre des femmes ivoiriennes dans le marché. J'ai créé un think tank plutôt avec New African Woman, où justement à travers des histoires de femmes qui ont réussi, la femme africaine voyant justement ses rôles modèles, ça avait pour objectif d'encourager ces femmes extraordinaires qui n'ont pas toujours la possibilité d'être visibles parce que leurs médias locaux ne leur donnent pas cette visibilité, ou que les systèmes dans lesquels elles évoluent ne sont pas toujours, entre guillemets, paritaires. J'avais déjà à cœur, il y a quelques années, de montrer le meilleur de la femme africaine, mais surtout de rapprocher les Afriques au pluriel, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de dichotomies entre l'Afrique blanche, entre guillemets, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, le Maghreb. On a tendance à dire Maghreb, c'est pas vraiment l'Afrique. Quand on part dans un pays en Afrique, on dit on va en Afrique, alors qu'on est vraiment, sincèrement, tellement différents et en même temps très complémentaires. Et que nos batailles, nos aspirations, nos espoirs, nos désespoirs sont les mêmes, surtout s'agissant des femmes. Du nord au sud, on a les mêmes préoccupations. Ce qui s'est passé il y a un an c'était vraiment, comme on dit chez nous, mektoub, le destin. J'ai été rattrapée par mon histoire personnelle, puisque ce qu'on ne sait pas, je ne communique pas beaucoup sur ça. Je suis une ancienne diplomate et je suis la fille d'un ambassadeur qui a compté du temps du régime de Bourguiba. Et j'ai quitté les affaires étrangères en faisant ma révolution tranquille 10 ans déjà, avant la révolution. Oui. Et quand je suis venue en France, j'avais vraiment envie de continuer le flambeau et je me disais que j'avais la possibilité de m'exprimer librement et de batailler en restant dans l'ombre parce que je n'aime pas trop me mettre en avant car je dis toujours je ne compte rien, ce qui compte sont mes batailles. Ce sont elles, les grandes batailles, ce n'est pas ce que je suis moi. Avec la Révolution, quand j'ai vu ces morts, quand j'ai vu toutes ces vies perdues, j'ai ressenti une souffrance incroyable et je voyais également les dommages collatéraux sur le tourisme. Et quand je parle du printemps arabe, je pense également à l'Afrique subsaharienne parce que ce qui se passe dans la région Sahel n'aide pas beaucoup le tourisme. Au Mali, au Niger, tout ça. Et derrière, il y a bien sûr les femmes, il y a les enfants qui restent les catégories les plus vulnérables. En créant cette plateforme, j'avais à cœur en fait entre guillemets, de rebooster la confiance, entre guillemets, des touristes occidentaux pour qu'ils reviennent à nos pays, parce que pour beaucoup de pays, c'est le tourisme qui est la manne principale. Et à travers cette plateforme, je voulais développer ce qu'on appelle le tourisme culturel, en mettant en avant l'identité, l'artisanat, le patrimoine, et surtout des créateurs qui sont solidaires. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les créateurs qui ont réussi, entre guillemets, à devenir, entre guillemets, industrialisés et exportables. Ce qui m'intéresse, c'est de faire vivre les petites mains qui sont toujours dans l'ombre, la petite brodeuse, la petite ouvrière qui confectionne le wax, les beaux boubous, etc., de Bazin. C'était ces personnes-là que je voulais mettre en lumière, parce que notre motto dans cette association, c'est pour essayer de faire face au remous historique qui ébranle le monde du nord au sud. Vous savez que ça s'est exporté, hein, le jasmin, aujourd'hui, ce n'est plus que tunisien, c'est partout. Il faut générer de l'espoir. Comment générer de l'espoir? En créant des projets de développement. Et je m'adresse également au monde corporate, à toutes ces anciennes occidentales qui viennent beaucoup chez nous et qui profitent. Et il n'y a pas toujours de juste retour. Je veux dire, quand vous prenez les matières premières, quand vous exploitez le meilleur de ce que nous avons, il faut donner aux populations, créer des écoles, etc. Et vous parliez de bijoux. Oui, nous aimons ce qui brille, mais nous aimons également ce qui n'y brille pas, mais derrière, et qui derrière fait vivre. Et là, je vais juste très vite vous donner un exemple d'histoire qui m'a profondément touchée. Et pour la petite anecdote, Michel Obama porte ce bracelet, c'est les Joko Bracelets. Les Joko Bracelets, c'est vraiment carrément confectionné par des villageoises du Djenné, au Mali, et c'est en fait des choses recyclées dans les poubelles. Et c'est les petits bracelets en plastique multicolores que vous voyez. Et ce qui est formidable, c'est que derrière, il y a un projet humain et social, et une partie des fonds, des ventes,
à travers la Fondation Schlumberger et en fait sert à créer des écoles dans les villages. Combien coûte ce bracelet que porte Michelle Obama? Je ne peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ces histoires-là. 01 45 55 76 87. En vous rappelant que notre thème aujourd'hui s'intitule New African Woman. C'est un prétexte pour à la fois parler de toutes les femmes africaines. Vous l'avez compris, il n'y a pas qu'une manière de l'être et femme et africaine. Il n'y a pas qu'une Afrique, d'ailleurs toujours diverse et variée, mais aussi pour parler des initiatives de celles des femmes qui s'engagent auprès d'autres femmes encore, auprès de la jeunesse. Et puis, par ricochet, fatalement, les hommes vont en bénéficier. Alors, n'hésitez pas à nous appeler, à nous faire partager vos projets aussi. Peut-être que vous avez des choses que vous souhaitez mettre en place depuis fort longtemps. On pense quelquefois que le milieu de la mode, c'est juste glamour et paillettes et que c'est futile. Mais il est là aujourd'hui la preuve, non pas par une, mais par trois, que l'on peut aller jusqu'au fond du fond et donner du sens à ce que l'on fait au-delà des rêves de petites filles sur les podiums. Gabrielle Benholz, qu'est-ce que vous allez faire dans le contexte de cet engagement UFFP? Qu'allez-vous faire, vous, concrètement? J'ai bien retenu et je vous ai présenté comme plasticienne d'une part, comme coordinatrice technique d'autre part, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous mettez la main à la pâte? J'ai un peu l'impression d'être une de ces petites ouvrières, quelque part. Je suis derrière, j'aide d'un point de vue technique, j'essaye de mettre en relation les bons documents avec les bonnes personnes et voilà, et assurer qu'en fait, je dirais d'un point de vue organisation, les choses se passent. Elle voyage également pour nous et elle fait les photographies, n'oublie pas. Oui, bien sûr. Pourquoi les femmes sont-elles si modestes? Elles vont faire état de ce qu'elles font un tout petit peu et il faut vraiment faire pratiquement des césariennes pour faire tout remonter. Est-ce que ça n'est pas aussi un préjudice qu'elles se créent elles-mêmes? Sûrement. Ça doit être culturel ou éducatif, je ne sais pas. On a le sentiment de ne pas devoir étaler non plus à la face du monde les atouts, les compétences, le savoir-faire qui est le sien. Là, je pense que c'est juste qu'on est porteuse. Voilà, on a besoin de porter les choses, de porter nos familles, nos enfants. Bon, j'en ai pas encore, mais ça va venir. Et voilà, et on a l'habitude de mettre les sacs sur l'épaule et d'avancer. On n'a pas le temps de juste rester là et regarder comment les choses se passent. Pensez-vous que les femmes sont plus dans le faire que dans le montrer leur savoir-faire? Ça dépend des femmes. Oui. Ouais. Lorsque Feriel nous parle du printemps arabe, vous avez évoqué vous la Tunisie. Alors forcément, fatalement, vous avez pensé aux femmes qui vivent là-bas. Quand il y a eu cette actualité, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, les choses vont être un peu mieux pour les femmes, oh là là, ça pourrait être un peu plus compliqué? Je dirais que pour l'instant, je suis un peu dans l'attente. Ouais. C'est-à-dire que on n'est pas encore dans la stabilisation. Chacun essaye de mettre sa main à la pâte. Et puis, c'est un combat, en fait. C'est un nouveau combat qui se met en place. Une opportunité, en fait, de changer la barque de direction. Donc, tout peut arriver. Ça peut être le pire, ça peut être le meilleur. On l'a pas encore. Rien n'est figé. C'est à nous de le faire, en fait. Et comment faire donc chacune de là où elle est? Selon ses moyens, selon ses capacités. Souna Ahmed, comment pouviez-vous décrire les femmes en Afrique, les pays dans lesquels vous avez été? Qu'est-ce qui a le plus marqué votre attention? Le courage. Le courage? La femme, elle travaille beaucoup. Oui. Elle fait le famille, elle travaille, elle assume beaucoup. Et c'est pas facile pour la femme. C'est difficile pour la femme. L'homme, il est très dur. Excusez-moi. Non, vous excusez. L'homme, il est dur. C'est difficile de le dire. Mais c'est vrai. L'homme, il est dur. Et la femme, c'est difficile. C'est pas évident. C'est difficile. Oui. Mais la femme, elle est courageuse. Et si on doit faire la comparaison avec le pays, vos pays d'origine, parce que vous êtes exemple, Orient, maintenant, c'est beaucoup de femmes en Orient. En Égypte? En Égypte, en Tunisie. Elle a un bon travail, elle a une bonne éducation, elle a beaucoup de chances de faire quelque chose qui avant, c'est pas possible. C'est
c'est pas possible, excuse-moi pour mon français. Et je pense que la femme, c'est très intelligent. Et actuellement, c'est prouvé maintenant. Oui. À l'école en Angleterre, nous vu les enfants de filles, c'est plus intelligent que le garçon. Et c'est prouvé. Oui. Je pense vraiment c'est très important la femme, elle a l'éducation. C'est très, très important. Et je ne sais pas quand j'attends de l'histoire, comme en Afghanistan, dans le pays comme ça, où la femme elle n'a pas la chance d'aller à l'école. Oui. Oui. C'est difficile, mais je pense maintenant c'est changé, c'est un temps qui change. Et avec tout ce qui passe dans le Moyen-Orient, oui. Je sens que la femme, elle est prête pour bouger. Elle est prête pour dire, moi je suis femme et maintenant je fais quelque chose. Et les hommes, alors comment ils vont réagir à cela, à votre avis? Les hommes, c'est pas content, bien sûr. Pourquoi? À cause les femmes comprennent mieux maintenant. C'est pas comme avant, quand les femmes, elles ne comprennent pas. Elles comprennent comment te faire. Et peut-être, comme je dis, peut-être elle est plus intelligente que son mari. Ça n'arrange pas les choses, ça, dans le couple? Non, c'est pas arrangé trop. À cause, bien sûr, comme une, c'est plus intelligente que les autres, l'homme, il n'accepte pas. Alors ça, c'est vrai, ça n'est pas vrai seulement pour l'Afrique, c'est pratiquement partout dans le monde. Dans tout le monde. Mais maintenant, j'ai vu plus en plus les femmes africaines dans le travail qui est plus en plus important. Et maintenant, la voix, c'est nous attendons la voix de la femme africaine. Et ça, c'est bien. Oui, nous regardons plus l'Afrique, nous regardons les vêtements africains, nous regardons les bijoux africains, nous regardons beaucoup de choses africaines. Beaucoup, beaucoup. Le coiffeur, plein de choses. Alors, il y a un problème qui se pose, puisque vous êtes designer. Souvent, vu du continent, en Afrique, on dit il y a les modèles en Occident, que ce soit dans la mode, le vêtement, les bijoux. Les créateurs disent, ce sont quelquefois des modèles qui sont repris de l'Afrique. Oui. Comment est-ce que vous en avez connaissance déjà? Et qu'est-ce que vous leur répondez, peut-être à travers... Je pense que tout c'est repris. Je pense dans le mode, c'est tout is repeated. Oui. Et c'est une inspiration. C'est beaucoup de choses qui sont inspirées par exemple le Chinese, le Égyptien, le Turkish, l'Africain. C'est beaucoup de choses. Mais maintenant, je vu l'Afrique, tout le monde regardait l'Afrique. À cause l'Afrique fait le design original. Alors, la création originale, certes, mais le problème peut-être qui se pose, c'est que des fois, c'est une question d'argent. On se dit, des modèles sont repris, mais en Afrique, les créateurs ne vont pas bénéficier de... C'est tout, c'est naturel, c'est ça la différence. Oui. À cause, avant exemple, dans l'ère victorienne, après le vêtement, il dure. Vous achetez un vêtement, tu prends un vêtement, et c'est possible de garder ce vêtement pour beaucoup d'années. Oui. Le vêtement vintage, c'est duré. Mais maintenant, le vêtement, c'est pour une semaine, pour un mois, pour une année. Oui, c'est ce qu'on appelle le c'est pas fait souvent par man. C'est industriel. Oui, c'est industriel. Oui. Quand le vêtement il est fait par man, avec l'amour, avec amour et patience, oui. Amour et patience, c'est duré. C'est tout qui est fait avec le mot, c'est duré. Bijoux. Mais vous savez, les femmes, on aime bien que vintage ou pas, on aime bien que les vêtements, ils durent tout ce qu'ils peuvent, mais il ne faudrait pas que ça empêche de pouvoir continuer à consommer. Je voudrais savoir, lorsque vous réalisez ce magazine, on a d'ailleurs en image d'autres, la dernière couverture, non, la dernière couverture derrière du prochain, c'est celle-là. C'est le prochain numéro. Oui, il sera en kiosque à partir de demain. À partir de demain. Donc, que vous soyez en France, à Paris, en région parisienne ou partout ailleurs dans le monde, on peut le trouver partout? On le trouve en fait à Bruxelles, on le trouve en Europe, on le trouve aux Antilles, on le trouve en Afrique subsaharienne francophone. Avec la même couverture ou est-ce qu'une couverture différente? Non, maintenant, parce ça que va nous être sommes avec perturbés, nous, consommatrices de magazines féminins, on est un tout petit peu perturbés. On est surprise quand on achète un magazine qu'on pense différent, de retrouver à l'intérieur
ce qu'il y avait dans l'autre qu'on avait déjà, mais en fait c'est parce que c'est la couverture qu'on a adaptée à chaque... Non, en fait il y avait deux couvertures, une Maghreb qui n'existera plus malheureusement, et une Afrique subsaharienne qui couvre aussi les Antilles et qui est la couverture que vous voyez. Donc ça c'est la nouveauté en plus du fait que nous devenons bimensuels. Vous avez parlé de rapprocher les deux Afriques, subsaharienne et le Maghreb, et pour en revenir aussi au magazine, est-ce que c'est possible fondamentalement, parce que quand vous faites un magazine avec deux couvertures, une pour l'Afrique dite noire et une pour les pays du Maghreb, certes, il y a une volonté... Le contenu est le même. Le contenu est le même, j'entends bien, mais cette volonté de se positionner, parce que sinon on n'est pas reconnu, donc on n'achète pas. En fait, on est quelque part tributaire du retour des lecteurs et de l'identification. Quand moi, je vais acheter un magazine avec une couverture Afrique subsaharienne, je n'ai pas les mêmes motivations et vice-versa. Donc là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très douloureux, de très historique. Il y a, entre guillemets, une forme de non-identification qui est enfin un petit peu le reliquat du colonialisme et du post-colonialisme également. Il est un fait que les deux Afriques, bien que venant en fait, de la même proximité géographique, se sont détourner petit à petit. Et ça, c'est quelque part des discours politiques qui ont été édictés en disant oui, on ne se reconnaît pas dans notre africanité, etc. Et donc c'est vraiment un sujet très douloureux, même à titre personnel, parce que c'est une forme de racisme déguisé. Et qu'en l'occurrence, dans la région du Maghreb, certains ont été même critiques et nous ont boycottés en disant non, 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 on n'est pas africain, on est arabe, on est musulman. À savoir que nous, les Tunisiens, comme vous voyez, 3000 ans d'histoire, à la base, on s'appelait Africains, du temps de l'Empire romain. Donc cette africanité était là. Elle est là historiquement, elle est là géographiquement. Après, ce qu'on en a fait, malheureusement, vous le savez, c'est l'histoire. Nous sommes aujourd'hui en train de payer un petit peu certaines dérives idéologiques. Mais justement, c'est là le challenge pour moi. C'est justement de montrer que malgré notre diversité, ce n'est pas un obstacle en soi, mais une richesse. Et que quelque part, nous pouvons nous compléter parce qu'encore une fois, les combats sont les mêmes, les aspirations sont les mêmes. Et du nord au sud, c'est la même chose. Donc la spécificité du francophone, à l'instar de l'anglophone, c'est qu'il n'est pas monocolore. Et moi, j'y ai insisté, parce que quand je ne vais pas donner... Vous parlez donc du magazine, hein, et non pas de l'individu. Non, non, du magazine, bien sûr. Oui. C'est-à-dire, écoutez, nous allons mettre les Afriques. Parce que l'Afrique n'est pas une couleur, elle n'est pas une religion, elle n'est pas une culture, elle n'est pas une classe sociale. Nous allons mettre les Afriques. Nous allons également parler des gens qui aiment l'Afrique. Il y a des réalités historiques douloureuses, mais il faut apprendre à les accepter, il faut apprendre à cohabiter avec. Moi, je peux vous dire que dans ma plateforme, j'ai des créateurs qui sont français pure souche et qui sont plus africains que des Africains. Qu'est-ce qui fait qu'on est africain d'ailleurs? C'est une bonne question, je m'en félicite moi-même déjà, bravo Lady. Voilà, mais ça, c'est une autre émission. Qu'est-ce qui fait qu'on est africain plus qu'autrui d'ailleurs? En fait, je pense qu'on est africain, on a la légitimité de l'être quand on a vraiment vécu en Afrique, qu'on a vraiment bataillé pour l'Afrique. Donc c'est une question de naissance et c'est pas une question d'épiderme. C'est la présence physique sur le terrain et l'implication peut-être aussi. Une petite anecdote. Oui. Une de mes créatrices que j'ai programmée pour cette caravane n'est pas africaine. Et j'ai eu un souci avec le programmateur. Il m'a dit non, elle n'est pas africaine. Je lui ai dit, je vous dis qu'elle est plus touareg, elle est plus nigérienne qu'un Nigérien. Oui. Cette dame-là, je vais vous la présenter, vous allez l'inviter. Elle s'appelle Catherine Prado. Elle est française et quand vous la voyez, elle est touareg. Elle a une association qui s'appelle la Gazelle d'Or et elle fait travailler les artisans touareg du Niger. Et je peux vous dire qu'elle monte au haut dès qu'on touche au touareg. Donc je dis, c'est le cœur, c'est le vécu. Et comme le cœur ne se voit pas, parce que ce qui est vrai dans un sens est vrai dans l'autre, madame a plusieurs cultures. Quand on la voit, on ne saurait dire comme ça d'entrée de jeu, oh, il y a l'Égypte, oh, il y a ci, il y a ça. Et c'est peut-être aussi le problème de toutes les femmes, finalement. Je parle là de l'image de la femme, c'est-à-dire que tel qu'on se sent dans son cœur, que personne ne voit, on a cette légitimité intérieure que l'on voudrait porter tranquillement et on s'entend dire oh ben vous êtes de tel endroit, il vaut mieux être comme ci et vous êtes de tel autre endroit, vous faites comme ça, sinon vous vous reliez. Il n'y a qu'en France qu'on est labellisé, stigmatisé. C'est la chose qui m'a le plus choquée quand je suis venue il y a 8 ans. J'en ai beaucoup souffert. La première chose qu'on me dit, c'est vous venez d'où? Moi, je suis tunisienne, donc universaliste, fille de diplomate, j'ai vécu 30 ans à l'étranger. Mon mari est un toubab, mes enfants sont métis. Si vous dites toubab, c'est que vous êtes africaine. Il sait que vous dites qu'il est toubab. Oui, et il n'a jamais connu l'Afrique avant moi, il l'adore. Donc vraiment, moi, je pense, il faut se placer sur l'affect, il faut se placer sur l'éthique, il faut se placer sur l'empathie, il faut se placer sur la solidarité et le partage. C'est ça qui vous donne votre légitimité de critiquer.
Je voudrais que nous parlions des magazines féminins en général et de celui-ci en particulier, donc anciennement New African Woman, désormais Femme africaine. Alors que nos téléspectatrices vont se ruer sur le téléphone pour... On est très vendus au Cameroun. Au Cameroun. Bon, alors, le Cameroun n'est pas le centre de l'Afrique. J'espère que vous l'êtes autant dans tous les autres pays de l'Afrique. Oui. Nos téléspectatrices se sont demandées au téléphone, mesdames, dites-nous, qu'est-ce que vous attendez lorsque vous achetez un magazine féminin? Qu'est-ce que vous souhaiteriez y voir que peut-être vous ne trouvez pas encore? Comment vous sentez-vous parfois trahi et pourquoi? C'est intéressant de donner ce retour directement à ceux qui participent à la réalisation avec d'autres personnes de ces magazines que pour rien au monde vous n'oublieriez d'acheter le mois venu. Gabrielle, lorsque vous achetez-vous un magazine féminin, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous espérez trouver dedans? Je cherche, bon, disons d'un point de vue produit. Oui. Je vais chercher quelque chose de nouveau, d'éthique, de bio, dans la mode aussi. Et puis après, pour le reste, j'espère quelque chose qui va m'apporter un peu plus d'informations et de détails sur nos préoccupations en tant que femmes. Est-ce que vous pensez que les magazines féminins en général sont... plus proche de la femme que vous êtes que ne le seraient les copines, les collègues, je ne sais pas. Absolument pas. Oui. Ah ouais, non. Alors, vous en servez comme une référence en vous disant, je pensais que, c'est dans le magazine, donc c'est bien vrai, on montre à la copine pour prouver que, ou est-ce que ça vous conforte dans vos convictions à vous? Ni l'un ni l'autre. En fait, bon, déjà, moi, comme je travaille dans l'image aussi, j'ai tendance aussi à le regarder plus d'un point de vue d'observatoire. Oui. Quelle est cette image que l'on donne à voir aux femmes qui vont acheter? Donc, ça va être aussi peut-être plus pour ça. Après, bon, je sais pas. Et à votre avis, quelle image, quel retour les magazines féminins donnent-ils des relations entre les femmes et les hommes, des relations sociales? Je trouve que pour l'instant, ça reste assez superficiel. Je pense aussi que l'on pourrait peut-être donner un peu plus la parole aux hommes. Dans les magazines féminins? Dans les magazines féminins. Comme vous avez dit, les hommes lisent aussi, peut-être pour nous voir, mais nous aussi, on a notre propre point de vue sur les hommes, mais ce serait bien qu'eux puissent les partager avec nous, sachant que nous allons les lire. Voilà. Une communication, un moyen de passer des messages plus facilement que peut-être de manière verbale, peut-être. C'est toujours plus diplomatique. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Si c'est le magazine qui dit que les hommes doivent faire la vaisselle, c'est même pas moi, mon chéri, tu as vu. C'est ça? Non. Non, moi je règle mes affaires directement, mais j'ai pas besoin de références. Non, je pense que c'est juste... un magazine, c'est fait pour partager, c'est pas fait pour dicter. Oui. C'est plusieurs personnes qui écrivent, donc des identités différentes, des points de vue différents. Il y a toujours un rédac-chef pour décider si tout va bien, mais ça reste aussi une combinaison de points de vue pluriels. Donc, Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les magazines féminins en général? Qu'est-ce que j'aimais pas? J'aimais pas les choses qui sont superficielles. Oui. J'aimais pas comme nous regarde une photo qui est retouchée trop. Une personne que l'on connaît qui est comme ça dans le magazine, elle est de moitié. J'aimais pas ça. Je pense c'est bien de voir la femme vraie. Et j'aime pas de voir la femme qui est trop retouchée, excusez-moi. Les femmes retouchées, mais c'est les photographes qui retouchent les photos dans les magazines. Si les femmes vraies, comme vous dites, votre boulangère ou votre poissonnière, je ne sais pas, ou votre belle-sœur, voulait être dans le magazine telle qu'elle est, peut-être que les personnes qui achètent ne voudraient pas de cette image-là. C'est peut-être la question. Mais c'est ça. C'est le magazine, le magazine, c'est vrai. Oui. Pour les femmes de suivre. Et maintenant, je pense que plus en plus, c'est moi retouche. C'est moins retouché? Oui, c'est moins retouché. Le photographe, il est moins retouché maintenant. À cause avant, 1 année, 2 années avant, c'est beaucoup retouché. Il y avait la dictature des magazines, peut-être, dans les modèles de femmes? Je ne sais pas, mais comme nous regardons le mannequin. Oui. Et toutes les jeunes filles qui ont envie de suivre le mannequin, et
qui ne mangent pas. Non, c'est pas bien. C'est dangereux. C'est pas bien. J'aime pas ça. Vous avez été mannequin pourtant? Oui. Vous mangiez normalement? Je mangeais normalement, mais souvent je fais le régime. Oui. À cause je grossis beaucoup. Mais beaucoup pour un mannequin, c'est rien du tout pour une femme de tous les jours. Hein. Je pense que c'est nécessaire, la femme, quand elle regarde une image, c'est possible, elle pense, ça c'est pour moi, c'est possible, moi je porte ça, c'est possible, je fais ça, mais pas nécessaire, je fais beaucoup de régime. Oui. Bon, alors des fois, il y a quelqu'un d'autre qui demande de faire un régime, mais ce n'est pas le magazine. Nous partons en Allemagne prendre notre première téléspectatrice au téléphone. Bonjour, madame. Allô? Si vous êtes là, bougez la tête, le pied, les cheveux, quelque madame, chose. Je suis Yolande Tazanou depuis l'Allemagne. Bonjour. Bonjour, ça a été un plaisir de vous avoir. Ça fait longtemps que j'essaye de vous contempler sans succès. Ma question est spécifique et elle s'adresse à la rédactrice d'Afrique Newman. Oui. Alors, je voudrais savoir exactement comment est-ce qu'elle fait pour... comment est-ce qu'elle s'arrange à ce que toutes les femmes soient intégrées en parlant de multicolores dans une Afrique comme celle-là, surtout ceux qui restent dans l'ombre? Première question. Et la seconde, quand nous achetons un magazine, nous recherchons en fait cette diversité de la femme dans l'intégration et de sa place dans le pays d'adoption. Nous ne le retrouvons du tout pas. Et en plus, nous retrouvons plus les femmes qui ont déjà un certain nom spécifique sur le monde entier. Alors, nous n'avons pas des personnes qui s'intègrent ou alors qui retrouvent absolument leur marque dans l'ombre. Je vous remercie. Merci, merci madame pour votre appel. Alors effectivement, beaucoup de questions qui se posent. Comment faites-vous pour restituer, madame dit, une diversité de femmes alors que malheureusement dans les magazines, on a beau en avoir la volonté, je suppose quand on les réalise, on a l'impression qu'on a toujours les mêmes et souvent ce sont des personnes déjà référencées qui sont finalement très loin de la réalité de madame tout le monde. Nous avons des correspondants sur le terrain, mais surtout le magazine que j'ai créé, c'est un magazine de proximité. L'essentiel de mes sujets se fait quand je suis sur le terrain. Nous sommes un panafricain, nous ne sommes pas un magazine de la diaspora. Donc les problématiques de la diversité de la diaspora sont certes un petit peu évoquées, certes, mais nos plus grandes préoccupations, c'est de donner de la lumière et la voix à ces personnes extraordinaires qui sont invisibles et qui n'ont pas toujours les moyens ou le courage également de se mettre à la lumière. Donc il y a aussi ces limites. Moi, j'ai créé 2 rubriques très importantes qui sont mes rubriques chouchou, Paroles de femmes, où je donne la parole à toutes ces femmes. Elles viennent spontanément à moi, mais je les découvre également spontanément. Et femmes d'influence. Femmes d'influence, certes, ce sont des femmes qui sont déjà positionnées, qui sont des premières dames, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est le rapport dans le social, l'éducation, le développement durable. Parce qu'il faut se dire qu'il y a un genre de mimétisme. Quand on voit Madame Tout-le-Monde venir à moi, je lui fais une interview, je mets en avant son association, je mets en avant ce qu'elle fait. Ces autres sœurs africaines vont voir le courage. Je ne choisis pas. Mes seuls critères, c'est le cœur, c'est le coup de cœur. Et donc, c'est un luxe qu'on paye également marketing-wise, parce que c'est un magazine, entre guillemets, magnifique, qui se fait avec très peu de moyens, mais avec beaucoup de cœur. Et où, justement, on choisit de mettre Madame Tout-le-Monde, qui peut être demain quelqu'un qui est en train de se construire. Ça peut être une très jeune femme, comme ça peut être une personne d'un certain niveau social. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait... Ça ne m'intéresse pas, vous savez, de reproduire les mêmes schèmes et les mêmes sujets. Je ne vais jamais... entre guillemets, dernièrement au Fashion Week, ni à ces événements de la diaspora, parce que je sais que ça va être relaté dans X, Y, Z. Donc moi, je me positionne autrement. C'est, même si je suis contrainte un petit peu, parce qu'il faut parler également de la diversité, de traiter les sujets, j'essaie de les traiter de façon peut-être un peu plus atypique, voir ce qu'il y a derrière les coulisses, faire parler ces gens. J'adore les interviews, j'adore vraiment le contact, j'adore ces histoires qui me font pleurer. Il m'arrive de pleurer aussi de frustration, de ne pas avoir les moyens de faire et de dire ce que je veux, mais je fais ce que je peux.
Merci pour ces précisions. Pendant que vous en parliez, je vérifiais, n'est-ce pas, suspicieuse que je suis. Et oui, donc, madame qui avait appelé d'Allemagne dans le numéro de je ne sais pas, j'ai du mal à trouver. 2010, j'ai entre les mains, j'ai pris au hasard. Alors, deux dames, il y a... Première dame et Mère Courage, Chantal Compaoré, mais il y a encore d'autres choses aussi. Il n'y a pas que des premières dames, vous l'avez dit. Christiane Taubira, une femme charismatique. Ça, c'est déjà la diaspora. Khadi Faltal combat la pauvreté, présidente de la cellule Sénégal. Donc, c'est au Sénégal, c'est bien le terroir. Et puis, Marilyn Liave, c'est la diaspora, sauvegarder le patrimoine de l'Afrique. Safia Ibrahim Otokoré, je me suis beaucoup battue, c'est la diaspora. Il faut que je montre à la caméra. Oui, soldat du peuple, c'est le Sénégal. Je vous fais feuilleter comme ça, mais je sais que vous allez vous ruer dans les kiosques pour avoir le prochain numéro. Et surtout, je traite les sujets qui font mal, mais sans comme ici, très bien. Alors là, on a Rokhaya Diallo qu'on a reçu ici. L'érotisme arabe, voilà un sujet qu'il est bien. Ce n'est même pas moi qui le dis. Vous allez nous en parler, je ne laisserai pas partir comme ça. Je ne suis pas une spécialiste de l'érotisme. Je vais vous croire. La société dicte ses règles, les magazines aussi quelque part. L'Algérie. Maroc. Voilà. Autant de choses. Tiens, qui voilà Madame Eugénie, à qui nous disons bien bonjour, Africa numéro 1. Et les Africaines et le Women's Forum. Donc, des femmes de terrain. Et puis, Afrique des contrastes, là, vous parlez des droits des femmes. Beaucoup touché. Bon, on va copier dedans pour faire nos leçons. Nous partons au téléphone. C'est avant, cette fois-ci. Bonjour, madame. Allô? Elle l'a raccroché. Pardonnez-nous, on a été bavards, mais rappelez-vous, cela nous ferait plaisir. Est-ce que les magazines ne font pas quelque part de la dictature en l'endroit des femmes en disant « soyez comme ci, serrez le ventre, rentrez le derrière, bombez le torse, mangez seulement ceci » Est-ce que tout ce qui se passe dans les magazines, c'est la réalité? Est-ce que ça n'est pas que glamour et paillettes quelque part? À votre avis, de consommatrice, de lectrice? Je pense qu'on est libre de pêcher ce que l'on veut dedans. On est vraiment libre quand dans tous les magazines, accrochés partout, on nous montre ce qu'on n'est pas. Quand on a eu la chance d'avoir une éducation, d'apprendre à lire au travers des lignes, on devrait en être capable. Après, Et quand on n'a pas eu la chance à laquelle vous faites allusion? Je pense qu'il faut un peu d'expérience, feuilleter, faire la comparaison avec notre monde. Et puis je pense qu'on s'en rend compte assez facilement. Non. C'est une question de maturité? Savoir ce que l'on veut, même si ça n'est pas ce qu'il y a dans les magazines? Je pense que chacune avait son propre opinion. Oui. Et je pense pas nécessairement de suivre tout, mais pour regarder, après, tu fais ton propre investigation, qu'est-ce que c'est mieux pour vous? Nous allons reprendre madame qui appelle devant vos téléphones pendant qu'on va admirer le beau bracelet que je porte. Je n'ai pas dit que c'est le mien, j'ai juste dit que je le porte. C'est vous, Soun Ahmed, qui l'avez réalisé. C'est un beau bracelet. Madame, bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour Lady. J'aimerais réagir par rapport au sujet. Alors c'est vrai qu'en général, les magazines féminins, on reste un peu sur notre faim en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a de belles couvertures, tout ça. Mais on ne peut pas simplement se baser que sur la couverture, quoi. C'est-à-dire le contenu des articles manque de profondeur. On s'y retrouve pas. Par exemple, quand je vois la femme africaine, pour moi, ça ne représente pas une femme africaine. Parce qu'elle n'est pas noire. Quand on dit femme africaine, moi, j'ai en tête une femme un petit peu foncée de peau, comme Lady. Et j'ai une question directe que j'ai toujours eu envie de vous poser. Est-ce que elle pourrait faire la couverture d'un magazine? Parce que vous avez des critères, vous dites femme africaine, mais vous avez quand même des critères de femme un petit peu claire, pas noir foncé, enfin vous voyez, foncé de peau. Or c'est dommage, il y a tout type de noir. Il y a noir un petit peu clair, des femmes sénégalaises, la plupart, elles sont de peau très très mate, mais dans les magazines, c'est rare qu'on voie ça. Et c'est dommage, quoi, parce que moi, ça fait des années, j'ai acheté les magazines féminins, j'ai arrêté, parce que je m'y retrouve plus, quoi. On dit femme africaine, mais j'ai l'impression que c'est du marketing, quoi. C'est plus du marketing que ça. Il y a plein d'autres femmes qui raisonnent comme moi, on s'y retrouve pas. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez tunisienne ou pas, ça n'a rien à voir. Mais, je pense que on aimerait que la couverture et le contenu, voilà, soit
en adéquation. Voilà, merci Lady. Merci, merci madame pour votre appel. Alors Feriel, c'est vous qui allez répondre pendant que je montre, on va avoir un beau zoom de quelques... Alors oui, je sais que celle-ci va... C'est le Maghreb, ça. C'est le Maghreb. Donc vous nous disiez tout à l'heure qu'on aura une couverture et une, si c'est celle-là, c'est celle-là, si c'est celle-ci, c'est celle-ci, pour chaque numéro désormais. Alors, qu'est-ce que vous sauriez répondre à madame? Que forcément, on n'a pas vu nos couvertures. Rama Diouf est sénégalaise, elle est sud-africaine. Toutes mes couvertures, elle est, je pense, guinéenne, celle-là. Toutes nos couvertures d'Afrique subsaharienne sont des beautés typiques de la région. Nous sommes africains, c'est un panafricain. Quand on dit panafricain, ça veut dire Afrique du Nord, ça veut dire aussi Afrique du Sud. Ça veut dire aussi monde noir puisqu'on est vendu dans les Antilles. Donc nous sommes représentatifs de cette diversité. Il ne faut pas réduire l'Afrique à une couleur parce qu'elle est pluricouleur, elle est pluriculturelle. Et je suis une ardente, chère madame, défendresse de l'Afrique subsaharienne parce que je suis tunisienne, donc africaine dans ma légitimité. Et j'ai vécu 10 ans en Afrique de l'Ouest. Et j'ai vécu au Sénégal, en Gambie. Je suis allée également au Cap-Vert. Donc, s'il y a quelqu'un qui est vraiment panafricain et féministe acharné, je suis plus africaine qu'une africaine. Je ne suis pas... Autant ou plus, parce que... Mais je me sens et je revendique. Et mes sujets sont des sujets douloureux. On me critique en me disant que je ne suis pas assez glossy. Mon patron me dit qu'il faut mettre plus de cheveux, il faut mettre plus de maquillage. Et je souffre parce que mes sujets, c'est des sujets de terrain, c'est des sujets sur... les viols de guerre, sur les enfants soldats, sur la parité, sur toutes ces problématiques. Là, dernièrement, j'ai fait un dossier et j'ai interviewé la Première ministre d'Angola, la patronne de l'AMREF au Kenya, sur la mortalité infantile et maternelle en période d'accouchement. Donc, ce sont des sujets de fond. Je suis partenaire des plus grands événements, entre guillemets, comme le Women's Forum for Economy and Society, qui prime chaque année les femmes rôle modèles africaines. Et elles viennent d'Afrique subsaharienne. Donc je pense qu'il faudrait nous lire avec un peu plus d'attention, car on me critique en me disant que je ne suis pas assez glossy. J'ai même eu un commentaire d'un confrère d'un magazine de la diaspora qui m'a dit « Oh, c'est moche, vous faites un magazine féminin, mais il n'y a pas assez de glossy. » Je dis « Écoutez, j'ai créé un magazine intelligent et je le revendique et j'assume les conséquences. » Voilà, donc une femme un tout petit peu en colère, mais je pense qu'on en a compris le fondement. Un tout petit peu. Je suis convaincue. Allez, un tout petit peu. Donc parlons donc de questions qui... vous avez dit quoi, des questions qui fâchent? Non, parlons de questions de fond, parlons de droits des femmes. Pour vous, Souna Ahmed, les droits des femmes aujourd'hui, c'est quoi? Je pense le droit des femmes, c'est pour faire qu'est-ce qu'elles ont envie. Je pense que c'est important que la femme, elle assume son rôle. Elle fait qu'est-ce qu'elle a envie et pas qu'est-ce qu'elle pense que c'est nécessaire de faire. Elle a le choix maintenant. Elle a le choix. Oui. Et si le mari, l'homme qui est à côté n'est pas de cet avis-là, j'ai entendu ici des hommes dire pourquoi une femme peut dire qu'elle fait ce qu'elle veut. Non, c'est pas ça. Je pense l'homme Vous pouvez rappeler, hein, monsieur. Voilà. Je pense que l'homme et femme, c'est bien ensemble. Le mari et la famille, c'est très, très important. Mais je pense que c'est le respect aussi. Oui. Et je pense que c'est le respect entre femme et homme. Et c'est le temps maintenant, c'est la femme, l'homme, il respecte la femme. C'est le temps pour ça maintenant. C'est important que les hommes respectent les femmes. Le respect en général pour tout le monde, c'est important. Oui. Et je pense que dans la famille, c'est vraiment important. Et comme une femme, elle a la capacité de faire quelque chose qu'elle aime de faire, mais l'homme, il n'est pas d'accord, je pense que ce n'est pas le respect. L'homme, il have to respect sa femme. C'est compliqué parce que les hommes pensent que les femmes qui ne font pas ce qu'eux, ils pensent, ne les respectent pas. Donc, en retour, ils ne les respectent pas non plus. Et c'est très, très, très... Hier, nous parlions de violences faites aux femmes. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Toutes les femmes du monde sont malheureusement concernées. Pour vous, les violences faites aux femmes, par où faudrait-il prendre les choses pour que ces hommes qui battent arrêtent de le faire, par exemple? Question qui tue ça. Sujet du baccalauréat. Exprimez-vous. Je ne sais pas du tout comment on pourrait faire. Hein.
On a eu une téléspectatrice, c'était notre dernier appel d'ailleurs hier dans ce sujet, qui nous disait, mais vous savez, Lady, il est des femmes qui aiment être battues parce que sinon elles ont le sentiment de ne pas être aimées. Est-ce que pour vous, c'est cohérent? On se calme, Fériel. C'est le côté criminologue. Non, ça me semble pas très cohérent, mais bon, après, chacun voit le coup de poing à sa porte. Voilà. Enfin non, mais chacun fait ce qu'il veut, s'il aime ça, voilà. Mais je pense pas que ce soit la majorité des femmes qui le demandent. Qu'il réclame. Oui, il réclame, ça va mon mari pour lui montrer combien je le respecte. Oui, voilà. Autre point aussi, mesdames, vous qui avez tant et tant vécu en Afrique, la polygamie, comment est-ce que cela... J'ai vu ça à Gabon. L'homme, il est avec 15 femmes. Il est riche. Oui, non, c'est horrible. Pas horrible, pour lui, c'est pas horrible pour lui. S'il a les moyens. Non, mais pour la pauvre femme, c'est encore la même histoire. La femme, elle est bloquée. Elle n'a pas une façon de faire quelque chose, de sortir de ça. C'est pour ça, maintenant, vraiment, c'est bien, la femme, elle est fait educated. Mais il y a des femmes éduquées qui choisissent d'être deuxième, troisième épouse, en Afrique notamment, vous le savez, et même en Europe. Oui, mais ça, c'est triste aussi. Et pourquoi, d'après vous? C'est difficile. Je pense que ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile, especially pour les enfants. C'est difficile. Souvent, les enfants d'une femme, c'est pas bien avec les enfants de la deuxième femme. C'est pas évident. Vraiment, je pense que c'est pas évident. Même des dit, oui, OK, moi je suis la deuxième, troisième femme, mais excuse-moi, non, je pense que c'est... Chaque femme, c'est envie son propre mari. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle de polygamie dans la diaspora, notamment, on s'entend dire que en France aussi, les hommes sont polygames, même si ça n'est écrit nulle part. Alors, votre avis par rapport à la polygamie? Moi, je suis pas pour la polygamie en soi, mais à partir du moment où c'est pas subi, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Oui. Dans le sens où, pareil, on est... déjà aujourd'hui, on vit tous avec le divorce. Enfin, c'est toujours là, quelque part, dans notre tête. Si on se marie, c'est une possibilité. Il y a beaucoup de familles reconstruites. Donc, un même parent qui va avoir des enfants avec différents conjoints. Donc, quelque part, on revient sur une famille complexe. Je ne sais pas s'il y a deux femmes qui s'entendent comme des sœurs, qui sont là pour se soutenir, se serrer les coudes, s'occuper des enfants. L'une va récupérer les enfants à l'école, l'autre s'occupe des courses. Pourquoi pas? Après, c'est sûr que la polygamie aujourd'hui, c'est pas souvent choisi. C'est culturel, c'est imposé. Je le choisirais pas personnellement, mais... Bon, l'opportunité non plus s'est pas présentée, enfin voilà. Soyez patiente, ça nous devrait venir. On devrait faire l'inverse. Dame qui trépigne a donc son mot à dire. Ah non, dame qui trépigne pas, dame qui sourit au fond. Alors, Fériel, vous avez la parole. De toute façon, moi je suis tunisienne, donc pas et française, mais tunisienne avant tout. Oui. La polygamie est abolie depuis 1956, grâce à un grand monsieur que fut Bourguiba. Et dans la pratique alors? Également. Oh là là, on rigole pas avec ça. Et que dit l'islam? Ah non, mais vous savez, moi je suis dans la laïcité pure et dure et on l'a toujours été. Et puis voilà, ça fait partie de la Constitution. Donc maintenant, il y a des relents, on a envie, après tout le monde peut fantasmer et faire ce qu'il veut. Et comme on dit, l'histoire est en cours et nous les femmes, on est là pour se battre, pour préserver nos acquis. Parce que rien n'est gagné, on peut tout perdre comme avancer. Et c'est ça, c'est ce qui fait peur à l'heure actuelle. Gabrielle nous disait tout à l'heure, dans les magazines féminins, ce serait finalement pas inutile d'avoir aussi de l'espace pour les hommes. Comment ressentez-vous cela? Oui, pourquoi pas. Moi, j'écris sur les hommes et je leur donne la parole, bien sûr. Mais je suis aussi assez féministe parce que je considère que dans le milieu de la presse, il y a très peu de femmes dans les médias, aussi bien dans le Nord que dans le Sud. Et que dans mon groupe, en l'occurrence, qui a plus de 8 magazines, j'insiste pour que mes journalistes et pigistes soient que des femmes. Parce que je considère qu'il y a vraiment une vision de certaines problématiques. On ne peut pas dire à un homme d'écrire sur l'excision, etc. Il y a un malaise quelque part. Et là, je suis ferme sur le principe, parce que beaucoup ont essayé
pigé dans le groupe. Je dis non, c'est le dernier bastion, c'est tout ce qu'on a. Il nous faut, moi aujourd'hui, les téléspectateurs le disent, elles ne peuvent pas s'exprimer, elles sont frustrées, mais elles n'ont pas aussi le courage de sortir de l'ombre. Donc moi, je veux bien leur sauter dessus, mais je ne peux pas être partout, au four et au moulin. Je considère que c'est notre espace d'expression et je l'offre à tous ceux qui à toutes celles qui suivent nos valeurs. Je suis là pour ça. C'est ça ce qui me fait vibrer. C'est pas ces dames qui ont un certain statut, qui ont 30 000 € à la fin du mois et qui font de l'humanitaire caviar. C'est pas ça. Mais de temps en temps, on est obligé. Parce qu'il y a des contraintes marketing et que ça fait bling-bling de parler de X, Y, Z. Mais moi, ce qui me fait vibrer, Lady, c'est cette femme au fin fond de la brousse qui se réveille à 4 h du matin ou pour travailler dans les champs pendant que son mari est en train de siroter je ne sais quoi dans la case. C'est ça qui me fait vibrer. Ou cette femme qui, durant une guerre X, cache des enfants qui auraient pu être tués. C'est ça qui me fait vibrer. Ces femmes qui se mettent en danger, petites ou grandes. C'est ça vraiment le cœur de ma cible. Aussi bien pour New African Women, qui ne m'appartient pas, je l'ai créé pour le groupe. Par contre, United Fashion for Peace m'appartient. Et c'est une liberté, un luxe incroyable, c'est de pouvoir écrire sans censure, sans contrainte marketing. On est fauché comme les blés. Je suis super méga fauchée, mais je me maquille. Et c'est la forme. C'est la forme. L'Afrique, c'est ça. C'est la dignité. Et ce que je retiens, c'est la dignité, c'est la discrétion, c'est la pudeur et l'humilité. Et je suis fière d'être africaine. Et j'adore Mama Africa. Et ce que je vais faire à Ouagadougou, je vais faire travailler des mannequins, je vais faire travailler des maquilleurs, je vais faire travailler des stylistes qui ne sont pas sur les podiums de toutes les Fashion Week d'Afrique. C'est pas ça. Je ne suis pas une Fashion Week. Et cette initiative qui est un do tank, c'est ça. Et là-bas, je vais rencontrer des femmes burkinabées, des petites artisanes, des collectifs, et je vais leur donner la lumière. Donc je défie celui qui dit « on revoit toujours les mêmes tronches », ce n'est pas le cas. 01 45 55 76 87. Messieurs, mais où êtes-vous donc passés? Vous voulez me faire mentir? J'avais dit que les téléspectateurs au téléphone, souvent ce sont des hommes dans Lady vous écoute. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire votre nom. On ne saura pas que vous lisez des magazines féminins en cachette. Mais vous le savez, mesdames, qu'en général, les hommes lisent ces magazines féminins aussi. Et tant que nous y sommes, puisqu'on a une personne qui fait un plutôt que deux magazines africains, autant dire, féminin, je voudrais dire magazine féminin, autant dire, messieurs, quelles sont vos attentes aussi? Que voudriez-vous que les femmes puissent trouver dans ces magazines-là à leur sujet? Exprimez-vous et sinon, ne venez pas vous plaindre. La ligne reste ouverte. Parlons donc de UFFP, United Fashion for Peace. Alors, le destin a voulu, et Lady, je dis qu'il y a un bon Dieu. J'ai subi il y a 2 mois de très grosses épreuves où j'aurais jamais cru que je pouvais me relever. C'est vrai, vous deviez venir avec nous en émission, je m'en souviens. Et donc, suite au choc post-traumatique, j'ai travaillé encore plus. Alors qu'on m'a dit, qui ne vous tue pas vous rend fort. Voilà, donc, et j'ai pondu United Fashion for Peace 3, le magazine en ligne, New African Women 12, et cette première programmation à Ouagadougou. Donc on est une caravane de mode où on aura 6 créateurs qui seront les ambassadeurs de leur pays. On va changer de magazine parce que celui-là, c'est Femmes africaines, c'est donc l'autre, allez-y. Alors l'autre, justement, la couverture que vous verrez avec la petite chèvre, en fait, c'est une des créatrices qui va défiler. À Ouagadougou, elle est marocaine, Salima Abdollaheb. Elle vit dans une ferme avec des chèvres, des moutons, des ânes. Elle vit 100% bio, elle crée 100% bio. Elle me dit, quand je suis fauchée, je prends ma serpillière, je la travaille et j'en fais un textile digne de Chanel. Et ça, on est carrément dans le recyclage, on est carrément dans l'éthique. Je réclame la deuxième affiche pour qu'on puisse, pendant que vous en parlez, la voir. La dame à la peau blanche avec le turban, comme ça c'est dit. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, elle va défiler pour représenter le Maroc. Elle est de Tanger, qui est une ville historiquement connue pour avoir abrité tous les réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est elle-même métissée, allemande, marocaine. Et donc, justement, elle est représentative des artistes qui sont sans frontières, qui sont dans l'éthique, qui sont dans le solidaire, puisque tout ce qu'elle fait, c'est bio. Voilà. Il y aura également Clara Lawson-Ames, qui est togolaise, mais burkinabé d'adoption et qui fait travailler les petites ouvrières donc, du Burkina. Donc, elle sera tissé. Voilà, les pagnes. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Clara, qui est notre maman à tous, c'est notre tata à tous. Il y aura également donc l'Afrique du Sud, Toulare Monarang. C'était la couverture de New African Women 12 avec
la magnifique mannequin d'Afrique du Sud, donc plus africain qu'elle, on ne peut pas trouver. Toularé, qui est ma directrice artistique internationale et qui vit entre Cape Town et les États-Unis et prochainement Paris. Et d'ailleurs, nous allons faire prochainement une autre caravane à Cape Town durant une conférence qui s'appelle Sustain Our Africa sur le développement durable, en continuité avec Durban, ce qui a été fait sur l'environnement. Il y a également le Cameroun, avec une dame que je respecte beaucoup, que je vais découvrir pour la première fois sur le terrain, puisqu'on ne se connaît que par réputation. C'est Ananga Nyon, qui a la marque Créane, extraordinaire, qui a fait ESMO de Paris, et qui aurait pu rester sur Paris. Ça aurait été plus facile pour elle, comme certains de ses compatriotes, que je ne nommerai pas, que j'aime beaucoup. Et là, je vois un caftan. Et donc, elle va défiler pour représenter le Cameroun. Après, il y a la Tunisie, avec Salah Barka, qui est un afro-tunisien. C'est un noir de Tunisie et qui est gagnant donc du prix, le concours L'Afrique est à la mode au Niger, et qui est le pionnier justement de la mode nouvelle génération et éthique en Tunisie. Il y aura l'Égypte avec Souna qui en fait accessoirisera donc en bijoux certains créateurs et qui sera aussi donc membre de la team avec nous. Qui c'est qu'il y a d'autre? Catherine Prado, qui représente la France. Et là, j'ai dû cravacher dur parce qu'elle n'avait pas la légitimité, soi-disant, parce qu'elle n'est pas africaine. C'est un problème que nous connaissons toutes plus que moi. Elle fait travailler les artisanes touareg du Niger. Elle est extraordinaire. Elle va se marier avec un touareg. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de grâce, de me rappeler que je suis tunisienne, que je n'ai pas la couleur qu'il faut. Si je vous dis pas que vous êtes tunisienne, je ne suis pas juste aussi. J'ai envie d'être juste fait réel. Voilà, je pense que le souci aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre des étiquettes partout. Moi qui avais préparé un beau clip du Maghreb pour vous faire plaisir, alors pendant le clip, on va se battre un peu. À tout de suite, regardez avec nous. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde. Si tu me le demandais, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Si tu me le demandais, je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi. Si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi. Si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs,
plateau dans Lady vous écoute. J'essaie désespérément de faire un truc de fille que j'ai réussi à faire. Vous êtes bien sur notre plateau où nous parlons des nouvelles femmes africaines. Vous savez ce que les femmes font quand elles sont ensemble pendant les clips vidéo. Elles mettent des bijoux. Et je voudrais vous laisser nous parler de ce bijou que j'ai sur le cou. Alors, qu'est-ce qu'il représente? C'est vous qui êtes la créatrice, dites-nous. Le bijou? Oui, qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est la main de Fatma. Oui. Oui, alors la main de Fatma, parlons-en. Oui, la main de Fatma, c'est enlever les mauvais yeux. C'est comme un gris-gris chez nous. Oui, c'est comme un gris-gris. J'enlève le mauvais œil. Et il y en a 3 du coup. oui, Oui. mais c'est bien, parce que tu es trop belle, c'est nécessaire. Alors, j'ai pu faire ce que j'ai pu faire, mais c'est juste difficile. Et tout le monde est mort de rire sur le plateau. Je vous ai dit que c'était une émission de femmes. Je vous laisse nous parler de ces femmes avec lesquelles vous allez travailler sur place. Alors, j'ai l'ambition à terme, bien sûr, de United Fashion for Peace, c'est de créer des vocations. Donc, nous allons recruter localement des apprentis mannequins, des maquilleurs, des stylistes. Vous voulez que je vous aide? Allez-y. Oui. Allez-y, non, allez-y. Voilà. Et donc, c'est le concept même de développement durable. C'est-à-dire que quand on est programmé à l'international, quand on est programmé à l'international, on va insuffler une partie du budget, si minime soit-il, à faire travailler donc les petites mains, les jeunes et les femmes. Et donc c'est ce qui va se passer. Les castings vont se faire localement. J'amène pas de mannequins d'ici, j'amène pas de maquilleurs ni de coiffeurs d'ici. Je vais les faire travailler. Donc on est vraiment dans le développement durable, outre le fait de mettre en avant les artisans et les créateurs du Burkina Faso. Et ces personnes-là, quand vous avez d'aussi beaux bijoux qui ne sont pas tous en or, mais c'est précieux, ce sont des matières riches. C'est des vraies pierres. C'est des vraies pierres en plus. Oui, alors, est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre la matière que vous travaillez et la réalité de ces femmes sur place? Ça, c'est... Pour le moment, ça, c'est... j'ai amené un petit peu la chose de l'Orient, mais j'utilise toutes les différentes products. J'utilise le bois, le os, le plume. Je fais un petit peu... Je fais le bijou dans toutes les différentes products. Mais aujourd'hui, j'ai amené le bijou oriental. À cause, je parle, mon bijou africain, c'est dans les autres places dans le moment, c'est pas possible aujourd'hui. Mais je fais beaucoup avec le plume, avec le terre. La nacre, là, je... Bon, alors comme ça, vous avez ce qu'il vous faut. Quelles sont les attentes? Quelles sont les attentes vous regardez les magazines masculins, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, je regarde vraiment pas. Jamais. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que ce ne serait pas utile de travailler aussi par ricochet quelque part? Ce qui m'intéresse vraiment, c'est un magazine militant. C'est vraiment de donner la voix donc, à ces femmes extraordinaires et de leur permettre, en fait, de... Vous savez, j'aborde quand même des sujets très, 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 très douloureux, comme la pédophilie. Ce sont des sujets difficiles. J'ai abordé aussi le racisme au Maghreb. C'est très courageux de ma part, parce que personne ne le fera. Et donc, je suis plus en attente de ce que mes lectrices vont rechercher. Ces femmes qui viennent à moi parce qu'elles voient qu'il y a un magazine qui ose lever le voile sur certains tabous. C'est vraiment par rapport à cela que je me positionne. Bien sûr, j'ai un patron qui me dit bon, va falloir faire rentrer de la pub, etc. Donc, je leur donne aussi le côté glossy. Mais aujourd'hui, New African Woman a été créé parce qu'il y avait une niche à prendre. Des magazines glossy magnifiques, il y en a partout. Avec des femmes extraordinairement belles, il y en a partout. Mais des magazines engagés, militants, qui démontrent que l'Afrique féminine, c'est également une Afrique qui se bat, une Afrique intellectuelle, une Afrique vue d'en haut, une Afrique qui n'est pas toujours dans cet afro-pessimisme qu'on nous rabâche matin, midi et soir. Ça, on ne le voit pas beaucoup. Comment fait un magazine féminin pour recueillir les attentes des lectrices? Les gens m'écrivent. Les gens m'écrivent. Encore une autre Camerounaise, je sais pas, il y a une histoire avec le Cameroun, Alvin Manou, extraordinaire, une créatrice de sacs éthiques, qui m'a écrit quelque chose il y a 2 jours et ça m'a fait vraiment plaisir. Elle m'a dit, ça fait des années que je lis les grands magazines, je ne peux pas dire, etc.
Et j'ai perdu mon africanité et je l'ai restituée, on me l'a restituée depuis que j'ai rencontré New African Woman. Et elle était tombée par hasard sur le numéro 1, qui était la couverture de Suna, avec Rose Gouette, qui est une top modèle camerounaise, je n'ai pas fait encore exprès. Et elle m'a dit il était gratuit parce que c'était un test pour voir à peu près le lectorat. Et depuis, elle n'a jamais arrêté de nous acheter. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas la même visibilité, on est un bébé. On vient de naître, on subit également le contre-coup d'une crise économique flagrante. Et quand on s'est lancé, on était en pleine crise économique, mais on a voulu prendre le pari. Et c'est vrai que c'est un bébé que je porte, c'est un lourd fardeau, mais qui vaut la peine. Parce qu'il y a des retours incroyables. Et j'ai eu même des ministres de certains pays africains qui me disent « on vous lit, madame ». Et à travers ce que je dis, tous ces combats de femmes, ça leur permet également de comprendre cette moitié de l'humanité qui est en fait pas la meilleure, mais qui est quand même la plus combattante, la plus combative. Et, comment ça qui n'est pas la meilleure? Parce qu'il ne faut pas le dire. On le sait qu'on l'est. Est-ce que les femmes, vous connaissez l'Afrique, mesdames, toutes les deux, est-ce que quand vous regardez, pas forcément ce magazine africain, si ce magazine féminin, si, mais d'autres encore, il y en a plusieurs. Feriel ne vous fera pas la guerre si elle apprend que vous les avez lus. Est-ce que les femmes africaines que vous voyez là-dedans, dans ces magazines-là, se rapprochent de celles que vous avez eu à connaître, à rencontrer dans les pays en Afrique? Oui. Oui? Oui. J'ai rencontré tous les différents styles de femmes en Afrique. Quand je vis en Gabon, j'ai rencontré les femmes qui vendent le fruit, les femmes qui font le business, les femmes qui travaillent dans la banque, les jeunes femmes, les femmes artistes. Et non, c'est très intéressant. Le magazine de Feriel, c'est un petit peu de tout. Oui. Vous allez travailler avec des artisanes. C'est vrai que dans l'artisanat, en Afrique en tout cas, les femmes sont majoritaires. C'est un signe de quelque chose si on veut se projeter dans l'avenir. On parlait de développement durable. Vous avez dit qu'il faut mener des actions. Vous avez dit que je travaille avec amour. C'est comme le vêtement. Que ce soit le vêtement ou pour tout autre engagement, travailler dans la durée aussi, c'est important de miser sur les femmes. C'est important de miser sur les femmes parce qu'elles font 50% de l'économie d'une société et que de toute façon, encore une fois, qui dit artisanat dit identité, patrimoine, héritage et dit tourisme culturel. Donc on serait fou que de ne pas les valoriser et de leur donner, entre guillemets, les moyens de faire correctement leur travail. Certains pays le font. Après tout, le Niger, par exemple, malgré les soucis qu'il y a en termes d'instabilité politique, il y avait le SAFEM, je pense, qui mettait en avant justement le travail artisanal des femmes, ce que tente de faire Alfadi également. Hein, il ne faut pas le négliger. Ouagadougou, le Siao, et encore une fois, majoritairement, ce sont les femmes. Il faut savoir que ce sont des sociétés, entre guillemets, matriarcales. Et ce sont les femmes qui ramènent la plupart du temps aussi le revenu. Et donc, si elles ont les moyens de travailler, ça veut dire qu'elles auront les moyens également de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs enfants. C'est toujours la même spirale. Donc oui, j'appelle les gouvernements à réaliser que c'est une manne importante et que, en fait, c'est le corollaire du tourisme et de l'identité d'un pays. Alors qu'on voit à l'écran l'affiche de United Fashion for Peace, comment allez-vous vous assurer que les fonds levés, si j'ai bien compris le processus de cette opération, vont pouvoir être redirigés à des fins... C'est moi qui paye direct et avec le tampon. Alors, qu'avez-vous prévu? Déjà, on va parler de casting, puisque je parle à des anciens mannequins. Comment faites-vous pour sélectionner sur quels critères ceux des organismes, celles des associations, celles des structures qui vont pouvoir bénéficier de cette action? Donc, l'arme, de toute façon, moi, d'abord, la programmation, c'est une chose. Ensuite, faire travailler les gens localement, c'en est une autre. Donc, la programmation, les critères, c'est avec moi et Toulari Monaran, qui est ma directrice artistique en Afrique du Sud. Les critères, c'est l'éthique. C'est que nous, on s'efforce autant que faire se peut, bien sûr. Encore une fois, on ne peut pas toujours être derrière les coulisses du créateur, de s'assurer que, il répond au moins à un ou deux critères, à savoir que c'est du durable, c'est-à-dire que ce qu'il fait est générateur de revenus, générateur d'emplois, que les gens sont décemment payés, qu'il n'y a pas, entre guillemets, de labeur pour les enfants, de travail des enfants, ça c'est très très important.
L'autre critère également, que ce qu'il fait sert à revaloriser, à remettre au goût du jour l'identité et le patrimoine du pays, et que c'est éco-friendly. Il faut au moins répondre à ces critères s'agissant de la programmation. Et donc là, les bénéficiaires, ce sont essentiellement les créateurs dans un premier temps. À l'heure actuelle, les bénéficiaires, c'est essentiellement les créateurs et le discours qu'ils vont donner. Pourquoi je ne suis pas une Fashion Week? C'est que moi, je suis, entre guillemets, un intermède culturel festif qui utilise la mode solidaire pour faire passer des messages humanistes. Là, on sera devant 70 ministres du continent et d'autres qui ne sont pas du continent, parce qu'il y en a 70. La première dame, Madame Campo-Aoré, qui est très investie, en tout cas dans le social, et à travers leur défilé, mais également leur présentation, ils vont envoyer des messages, entre guillemets, pour leur dire « soutenez nos combats, soutenez l'artisanat local qui est en train de mourir, arrêtez de croire que la mode, notre mode, est superficielle et élitiste. Il n'en est pas, puisqu'elle est génératrice d'emplois et de revenus. » Un exemple, en Tunisie, avec ce qui se passe, les usines qui se ferment. Quand une usine est fermée, c'est des centaines d'ouvrières à la rue. Vous imaginez les répercussions. Donc notre travail à nous, c'est un petit peu un travail de pédagogie, leur dire « ok, il y a mode et mode ». Nous ne critiquons pas l'autre mode, parce que de toute façon, nous sommes esclaves des marques et que l'Afrique préfère acheter les marques plutôt que localement. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que les producteurs africains, ils sont aussi qualitatifs que ceux qui ne le sont pas. Et en plus, ils sont dans le durable. Donc il faut investir en eux et il faut leur donner les moyens. Ceux qui ne le sont pas africains. J'étais encore à la dernière phrase. Donc les producteurs africains sont aussi qualitatifs que ceux qui ne sont pas africains. Pour pas dire Occident. Voilà. D'accord, j'avais compris que ceux qui ne sont pas qualitatifs, j'étais perdue. Non. Voilà, c'est pour pas dire Occident, achetez africain. Arrêtez ce complexe des marques. Nous avons des talents incroyables, mais ils n'ont pas les moyens, ni marketing, ni la communication, ni les médias qui communiquent sur eux. Je voudrais que nous terminions quand même sur un point et pas des moindres. Lorsqu'on parle de mode, on parle donc forcément de mannequins. Et pour revenir à la jeunesse, aux jeunes femmes, aux jeunes filles notamment, se projeter en étant sur les podiums, c'est pratiquement le rêve de nombre de petites filles. Est-ce que quelque part, il n'y a pas des surprises, vous qui en avez le vécu? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Oui, je pense, oui, c'est un rêve pour beaucoup de filles partout. Oui. Et souvent, les filles, comme les pensent grandes, c'est aussi le problème quand la fille elle est trop grande, elle est trop haut. Aussi, c'est le problème avec les filles qui ne savent pas de marcher. Aussi, le problème avec les filles qui est trop large. Il ne faut pas être trop grande, il ne faut pas être trop grosse. Il faut marcher comme on nous dit, et c'est juste bizarre quand on regarde ça de son canapé d'ailleurs. Je pense, Raymond, les filles africaines, c'est très facile pour les filles africaines de marcher. De marcher. Oui, de marcher. Et pourquoi? Je pense que c'est le rythme dans le son. Comme le temps de la musique, c'est vraiment plus facile pour une fille africaine de faire un défilé. L'un de le nouveau mannequin ici ou dans les autres pays. Mais malheureusement, la marche n'est pas le seul critère parce que comme c'est opposant de la candidate, des fois aussi, c'est quoi le poids maximum pour un mannequin aujourd'hui? La taille. La taille. La taille, oui, mais le poids, je sais poids pas, déjà. À cause c'est changé maintenant. À cause, exemple, comme je dis avant, exemple en Angleterre, maintenant c'est plus en plus maison de mode, puis les filles avec un petit peu plus le poids, qui moi j'aime, et qui aussi, j'ai vu beaucoup de stylistes qui aiment ça aussi, une fille qui avait une forme, à cause souvent, comme nous fait le casting, c'est vraiment la fille qui n'a aucune forme, qui est trop maigre. Mais je pense que ça dépend de chaque créateur. Maintenant, on ne sait pas. Ça dépend. Ça dépend qui fait le défilé. Taille 34. Oui. Non, c'est 34 et toutes ses dents. Pour le couture, c'est 36. Yeah. Et pour le ready-wear, prêt-à-porter, c'est 38. Bon, c'est un cauchemar tout ça. Alors, si vous n'exerciez pas la profession qui est la vôtre, plasticienne, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire d'autre?
Si la mode n'existait pas? Non, si... Si vous n'étiez pas plasticienne, que voudriez-vous pouvoir faire d'autre? Je m'investirais dans le développement durable. Après, de manière précise, je ne sais pas encore. Pourquoi le développement durable et pas autre chose? J'ai besoin de participer. Oui. Ouais. Partager. Et pour vous, le développement durable, qu'est-ce qu'il y a d'attractif pour vous dans le développement durable? Se dire que notre petite action va avoir une répercussion plus grande que nous, en fait, plus grande que cette action au départ, finalement. Elle va s'étendre, elle va se perpétuer, elle va devenir autre chose. C'est pas juste une action qui se consomme, en fait, et qui se finit. Vous allez mettre votre empreinte pour la postérité, comme on dit? Voilà. Impacter le monde. Education for Peace. United. Nous allons prendre notre dernière téléspectatrice. Vous êtes à Lyon, madame, bonjour. Oui, bonjour, madame Lydie. Bonjour. Alors, j'arrive un petit peu à la dernière minute, juste pour dire que j'ai bien suivi l'émission. Je loue le courage de toutes ces femmes qui sont sur le plateau. Surtout donc celle qui a le magazine Africa, c'est comment ça s'appelle? New African Woman. Femme africaine. Voilà. Oui. Voilà. Alors, je trouve que c'est un très très bon magazine. Enfin, je ne l'ai jamais lu, mais je l'ai écouté, je l'ai entendu. Je trouve que donc les thématiques qu'elle aborde sont très 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 intéressantes. Simplement, finalement, je me pose une question, c'est que finalement, quand on regarde un petit peu tous les magazines donc africains, ou féminins africains, on est toujours un peu dans les mêmes choses, la mode, les femmes, les bijoux. Donc finalement, c'est des problématiques, si vous voulez, qui reviennent sans cesse, qui sont très classiques. Et alors, du coup, moi, je me pose une question. Qu'est-ce qu'elle penserait, par exemple, de tout ce qui va être l'engagement politique des femmes? On va dire, si on élargissait un petit peu le sujet pour sortir des thématiques très, très ordinaires, propre aux femmes, parce que je dis en lisant tous ces magazines, c'est presque toujours ce qui revient. Alors oui, elle a l'originalité effectivement de dire qu'elle va non pas rester sur des stars, des people qui sont très bien, qui sont connus, et qu'elle va aller dans des villages ou en tout cas mettre en lumière des femmes qui sont dans l'ombre et qui travaillent très durement, mais finalement ça reste assez classique, la mode, les bijoux, les femmes. Est-ce qu'on pourrait pas un petit peu sortir de ça et aborder d'autres thématiques telles que l'engagement politique des femmes? Alors, en dehors de l'engagement politique des femmes, madame, que voudriez-vous pouvoir trouver d'autres dans les magazines féminins en général? Voilà, à part justement des sujets très féminins, tels que ceux dont elle nous a parlé tout au long de l'émission. C'est-à-dire, je veux dire, quand je parle des sujets féminins, effectivement, c'est tout ce qui va être la mode, les bijoux, non, mais en dehors femmes, de ces sujets-là, madame, et en dehors de l'engagement politique des femmes, c'est l'occasion de dire justement ce que vous voudriez pouvoir trouver d'autres dans ces magazines. Ce que je voudrais pouvoir trouver d'autres dans ces magazines, oui, justement, je parle de l'engagement politique des femmes. Et en dehors de cela, nous tournons en rond. Merci madame, nous sommes au terme de cette émission. Merci pour votre appel. Je voudrais bien sûr, Feriel, vous donner le mot de la fin, tant sur la question de madame et sur peut-être d'autres aspects que vous voulez aborder avant qu'on se sépare. Chère madame, je pense qu'il faut vraiment que vous nous achetiez. La critique que mon patron m'adresse tout le temps, c'est que c'est pas assez glossique et j'ai trop de sujets cérébraux sur la politique. Je donne justement la parole aussi bien aux premières dames qu'aux prix Nobel, qu'aux ministres, qu'aux sénateurs, etc. Et mes sujets de société sont des fleuves, sont des sujets d'analyse. Je suis une criminologue de formation, donc forcément ça déteint. Je suis militante associative, donc forcément mon journalisme s'en ressent. Et la mode est vraiment en dernière partie. Mais je suis obligée de mettre une top modèle sur la couverture et non pas Ellen Johnson Sirleaf ou que Dieu ait son âme, Wangari Maathai, que j'ai interviewé personnellement pour des raisons de contraintes marketing. Le magazine ne m'appartient pas, donc je fais autant que faire se peut ce qui me caractérise. Sinon, 20 secondes me dit-on désespérément. Il y a United où je fais que ça. Voilà. Alors, quelque chose quand même, les hommes sont beaucoup à la tête des magazines féminins. C'est curieux. Ils sont patrons. Oui. Ils sont patrons parce que c'est avant tout des hommes d'affaires.
C'est pas nécessairement des journalistes. Ceci explique cela. Merci véritablement à toutes les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Tenez-nous au courant de comment s'est déroulée la caravane. Nous sommes toujours curieuses de suivre les feuilletons. Et très très bonne continuation à toutes les trois. Merci à vous qui avez participé à cette émission. Et moi, je vous dis rendez-vous dans notre édition de demain, si Dieu le veut. Au revoir.